Bonjour à toutes et à tous, c'est le Dr Gorsan. Je reviens vers vous dans le cadre du DU d'addictologie pour vous parler aujourd'hui des liens des addictions avec la criminalité. Effectivement, que l'on travaille du côté des prisons, que l'on soit expert, que l'on soit médecin, psychologue, infirmier à suivre des personnes en injonction de soins, en injonction thérapeutique, on se rend compte que l'addiction est souvent, si ce n'est pas toujours là. Donc, il ne suffit pas de traiter de l'aspect psychiatrique ou uniquement de l'aspect social. Il y a l'addiction qui est présente. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de ces liens complexes entre addiction et criminalité en deux temps. Une première partie qui traitera de la question de la dangerosité sur un plan le plus large possible, et une deuxième sur le plan de la responsabilité. Donc, tout d'abord, j'aimerais commencer par quelques définitions utiles, en l'occurrence, les questions d'état dangereux et de dangerosité. Qu'est-ce qu'un état dangereux? C'est quelqu'un qui est en situation à risque d'actes dangereux, d'actes violents. Ça va arriver, donc on est plutôt dans la prédiction, et si on doit faire quelque chose, c'est pour empêcher que ça arrive. Donc la prévention primaire, alors que on parle de dangerosité quand ça a déjà eu lieu, quand quelqu'un a déjà été violent ou dangereux, et là, on doit intervenir pour éviter que ça se reproduise. Certains ont même imaginé une équation criminologique, une équation qui ferait intervenir le sujet, son environnement, donc les circonstances externes, pour qu'il y ait ou pas un acte sur une personne. Donc, le sujet, c'est quelles sont les caractéristiques de ce sujet, le dedans, si on peut dire, est-ce qu'il y a personne souffre de maladies mentales potentiellement pouvant l'amener à commettre des actes criminels, ou plutôt une organisation de la personnalité pouvant faire favoriser les agirs violents, les circonstances qu'il y a autour, est-ce que la personne a perdu son logement, son travail, ses revenus, commence à avoir des fréquentations de délinquants et est plus à risque de passer à l'acte. Quel acte cette personne va commettre? Est-ce que ça va être un acte, une infraction, ou un délit, ou un crime? Est-ce que c'est un acte prémédité comme l'acte d'un paranoïaque délirant, ou est-ce que c'est un acte impulsif comme l'acte d'un psychopathe antisocial? Et sur qui cela va arriver? Est-ce que ça va arriver ça va porter sur une personne que l'agresseur connaît, ou une personne rencontrée dans la rue? C'est faute à peu de chance. Donc, tout cela est intéressant à comprendre au niveau de quand un acte criminel survient, mais ça reste quand même un concept complexe, difficile à définir. Il est recommandé de séparer dangerosité psychiatrique, dangerosité criminologique. Dangerosité psychiatrique, c'est lorsqu'il y a un trouble mental franc, c'est le cas le plus typique, le cas d'une psychose ou d'une paranoïa délirante. On est délirant, on croit qu'on nous en veut, on croit qu'on veut nous porter atteinte, et donc on peut agir pour se défendre. Donc nous sommes dans le registre de la maladie, le traitement est donc sanitaire, psychiatrique. Donc si c'est au tout début, il faut bien traiter médicalement, voire hospitaliser. Et si c'est plus grave, là, c'est des hospitalisations sous contrainte, comme ce qu'on appelle le SDRE, sur décision d'un représentant de l'État, anciennement appelé HO, hospitalisation d'office. En certains cas, c'est des unités pour malades difficiles, UMD. Et voilà, il y a une expertise psychiatrique de responsabilité et qui trouve une abolition du discernement. Le discernement entre le bien et le mal est aboli. Donc, nous sommes là dans le cadre de l'article 122.1, premier alinéa du Code pénal français. Nous verrons ça en détail tout à l'heure. Donc, nous intervenons pour éviter une rechute. Alors que dans la dangerosité criminologique, nous sommes plutôt face à un trouble de la personnalité,
plus souvent une psychopathie, personnalité antisociale. On peut aussi retrouver des états limites. Les états limites ne sont pas vraiment... On peut retrouver des états limites en prison. C'est pas des meneurs, c'est pas des chefs de bande. Souvent, c'est des seconds couteaux, influençables. L'appartenance au groupe est très importante et ils se retrouvent mêlés à la bagarre ou au crime et sanctionnés par la suite. Donc, la dangerosité criminologique, c'est plutôt de la délinquance, le traitement est donc judiciaire, pénal, c'est la sanction. Lorsqu'on expertise les gens, on retrouve un discernement normal ou altéré. Donc, agir, c'est la prévention secondaire, éviter que ça se reproduise, notamment avec les peines de prison ou peines alternatives. Donc, addiction et dangerosité. Que viendrait faire l'addiction dans tout ça? Avant de revenir à l'aspect addiction et dangerosité criminelle, violente, j'aimerais traiter de la question de la dangerosité d'un point de vue plus global. La dangerosité, en quoi une drogue pourrait être dangereuse pour la personne elle-même sur un plan de la santé, sur un plan social, sur un plan communautaire et collectif. Donc, contrairement à ce qu'on pouvait penser avant, c'est pas les drogues licites, légales, qui ne sont pas dangereuses, et c'est pas les drogues illicites qui sont les plus dangereuses. Pour ne citer que deux exemples, en France, professeur Bernard Roch remet à son ministre Bernard Kouchner en 1999 un rapport que ce dernier lui avait commandé pour comparer la dangerosité des principales drogues. Et ça a fait un tollé. Donc l'alcool est beaucoup plus dangereux que le cannabis et serait comparable à la dangerosité de l'héroïne. Ça a même fait la une du Monde. 9 ans plus tard, le célèbre neurobiologiste David Nutt, en Grande-Bretagne, s'est vu confier une mission analogue. Et il retrouve les mêmes choses. Il a réuni des gens venant d'univers divers, des magistrats, des travailleurs sociaux, des addictologues, sociologues, des fondamentalistes, des parents, des enseignants. Et ils ont évalué les choses sur un plan les plus global possible, le plus global possible au niveau de la toxicité sur le corps, sur un plan psychique, sur le fonctionnement social, les coûts pour la communauté, la criminalité associée. Et bon, c'est l'alcool qui arrive en premier. Vous voyez donc sur le graphique de l'article du Lancet paru en 2010, il y a quand même eu un article du Lancet dessus, vous verrez que c'est traité par produit, donc l'alcool arrive en premier. Vous voyez qu'en rouge, c'est les dégâts causés, les dommages causés pour les autres, harm to others. En bleu, c'est harm to users. Vous allez voir comment, bon, voilà, proportionnellement, tel et tel produit cause des dommages pour la personne et pour son entourage. Donc, vous voyez très bien comment le ratio est différent entre l'alcool. Il y a beaucoup plus de rouge que de bleu, beaucoup plus de dommages pour les autres que pour soi-même, même si c'est dangereux pour soi-même, alors que pour le tabac, il y a très peu pour les autres et plus pour soi-même. Vous voyez? Donc, en termes de retentissement sur la personne et sur son environnement, pas du tout pareil. Donc, vous voyez, tout devant arrive l'alcool, talonné par l'héroïne, le crack, la cocaïne après, et attendre un peu pour trouver la cocaïne, le tabac et le cannabis. Ce qui est tout à fait contre ce que l'on imaginait comme dangerosité. Donc, c'est intéressant parce que on se dit pourquoi tel produit est licite et dangereux. Donc licite, ça emploie des gens légalement avec des charges payées, des impôts payés, et pourquoi tel produit ne l'est pas. Grande question. Mais en tout cas, la décision de rendre un produit illicite ou pas n'est pas une décision médicale. C'est beaucoup plus complexe que ça.
Donc, pour revenir au lien entre addiction et dangerosité violente ou de criminalité, en général, ce que l'on imagine intuitivement, c'est que on prend un produit et ça nous rend plus dangereux. Donc, forcément, c'est ce qui a été le plus étudié. Et pour ne vous citer qu'une étude, je vous citerai la méta-analyse de Bennett et ses collègues sur 30 études où ils ont prouvé que consommer des drogues augmentait le risque d'enfreindre la loi de presque 3 à 4 fois que chez quelqu'un qui n'en consommait pas. Quand on regardait produit par produit, c'est 6 fois plus avec le crack, 3 fois plus avec l'héroïne, plus de 2 fois plus avec la cocaïne. Voilà, intuitivement, on se dit, c'est à cause du produit. Mais, malheureusement, ça a été peu étudié. Ça a été étudié, la plupart du temps, uniquement dans ce sens-là, de l'aspect pharmacologique de la drogue. Et l'aspect social a été peu étudié. Et c'est dommage, parce que, comme on le dit, corrélation n'est pas causalité, parce que quand on étudie de manière plus approfondie les risques sociaux, cette causalité entre la prise de drogue et la survenue d'actes criminels n'est plus si sûre. Pour ne vous citer qu'une étude à ce sujet, je citerai celle de Merrin et ses collègues, par exemple en 2016, sur une population de jeunes adultes de presque 3500 personnes, suivies quand même sur un an, et ils se sont rendus compte que cette association entre crime et abus de substances significative aux premières analyses tombait à l'eau lorsqu'ils intégraient le risque social. Et on entend par cela l'influence des groupes de pairs déviants. Est-ce que la personne évolue dans un groupe de pairs PAIRS déviants ou pas, délinquants ou pas? Est-ce que la personne vit dans un environnement de vie à risque ou pas? Et donc quand on inclut cela, on se rend compte que la corrélation ne tient plus la route, mais plutôt, plus le risque social augmente, plus c'est prédictif à la fois d'une augmentation conséquente d'abus de substances et de criminalité. Donc c'est intéressant. Plusieurs auteurs se sont intéressés à réfléchir à des modèles complexes pouvant expliquer ces liens. Pour ne vous citer qu'un, je vous parlerai du modèle de Laurent Bègue, où il décrirait les choses comme suit. Soit c'est la substance qui est la cause de la violence, soit la violence précède et favorise l'usage de substances, comme un usage festif de substances dans des groupes de délinquants, une relation de réciprocité, soit les deux phénomènes ont des causes communes. Donc, voyons la première théorie, la substance comme cause de violence. On peut la décomposer en plusieurs sous-théories, soit ce sont des violences psychopharmacologiques, donc c'est l'effet de la substance, soit c'est un effet direct, soit c'est un effet suggéré, on va voir ça après, soit c'est un aspect de violence systémique, donc c'est tout l'environnement qui pose la violence, soit c'est une violence économique compulsive, ça veut dire je consomme pour pouvoir je commets des actes criminels pour pouvoir me fournir en produits d'addiction. Donc, pour commencer avec l'effet pharmacologique direct, je vais vous citer quelques mécanismes qui vous parleront sûrement. Le premier, c'est la stimulation d'activité motrice et physiologique. Donc, typiquement, vous voyez, c'est comme quand vous êtes dans le métro, vous voyez un gars émécher l'alcool, par exemple, l'alcool à petite dose, ça donne des effets d'excitation, la cocaïne ou les deux, le crack. Donc vous voyez quelqu'un qui est instable,
qui marche, on peut dire qu'il fait des 100 pas, qui cherche les gens, qui parle fort. Donc voilà, il y a une excitation globale. Ça peut être un autre type d'effet qui est une inhibition de l'anxiété. C'est que, par exemple, l'alcool ou les benzodiazépines peuvent inhiber l'anxiété que l'on a par rapport à la violence en général ou par rapport aux conséquences de la violence. Normalement, quand on grandit, on apprend à éviter la violence. Quand on a été violent petit, les adultes interviennent pour nous dire que c'est pas bien. Nous grandons et on finit par associer violence et anxiété et à éviter cela. Et que c'est comme ça qu'on vit dans un monde plus pacifié. Et l'alcool, les benzodiazépines par exemple, inhibent cette anxiété et donc on peut se retrouver davantage engagé dans des conduites violentes. L'alcool, les amphétamines, la cocaïne ou autres produits peuvent induire la survenue d'idées délirantes. Et dans ce cas-là, on se sent menacé et on peut recourir à la violence. Certains produits peuvent aussi perturber les capacités cognitives et faire en sorte qu'on ait du mal au niveau de la régulation des conflits, au niveau des fonctions exécutives, au niveau des capacités attentionnelles, de la reconnaissance des expressions faciales, et on peut se retrouver de nouveau davantage impliqué dans des conduites violentes. Les effets neurotoxiques sont importants à connaître aussi, comme avec l'ecstasy, l'alcool, les psychostimulants, au long cours, ça peut atteindre le cerveau et faire en sorte qu'on soit plus prompt à entrer dans des conduites violentes. Et je termine avec les effets du sevrage. Ça, on le connaît tous, des gens qui deviennent plus irritables, plus violents, plus hostiles quand ils sont en manque d'alcool, d'opiacés, de cocaïne, probablement de cannabis aussi. Donc ça, c'est par rapport à l'effet pharmacologique direct. Mais la pharmacologie n'explique pas tout dans les liens avec la violence, et un modèle intéressant qui est celui de la désinhibition apprise. Ça veut dire que quand certains ont étudié les choses en fonction de l'environnement, on se rend compte que quand la personne évolue dans une société, a grandi dans une société où l'on sait que l'alcool, par exemple l'alcool rend violent, et que la société est un peu complice ou assez complaisante, voire même est moins sévère face à des conduites violentes sous alcool, la personne a plus de risques d'être violente sous alcool. Ce que l'on ne retrouve pas dans des sociétés où on boit sans qu'il y ait de conduite violente. Donc il y a un effet de suggestion. Je passe par la suite à la violence systémique. Donc la violence systémique, ça veut dire que on évolue dans un système de distribution de la drogue, le deal est partout, le trafic est partout, les agents du contrôle social, de police sont absents, désertent les lieux et ça devient un milieu plus violent parce que en trafic on consomme et il y a des guerres de territoire, de la violence par rapport au remboursement de dettes, voilà. Donc c'est systémique, c'est très complexe. Et je finis ce chapitre par la violence économique compulsive. Typiquement, c'est l'héroïnomane, typiquement, il n'y a pas que, mais c'est l'héroïnomane qui braque qui veulent pour pouvoir avoir sa cam parce que il a un énorme craving auquel il ne peut pas résister, qui peut faire sauter les verrous moraux auxquels il avait déjà à commettre des actes illégaux. Donc le modèle B, c'est le modèle où les choses sont vues sous un autre angle, c'est la violence qui précède ou favorise l'usage de drogue et d'alcool. Donc il y a soit une antériorité chronologique, que l'on voit dans les études longitudinales, il y a de la violence, il y a de la délinquance, puis après arrive l'abus de substance, soit c'est un usage de drogue dans un style de vie festif, de délinquants, voilà, il y a beaucoup d'argent qui rentre de par les trafics, et en fait ça, avec des produits, de l'alcool, des mélanges, tout ça. Soit il y a une dynamique interactive, un renforcement mutuel à la fois de la violence
et des consommations de produits. Et j'aimerais attirer votre attention, avant de clore ce petit chapitre, sur la violence subie. Ne perdons pas de vue qu'une personne qui consomme est à risque d'être victime de violence elle-même. Quelqu'un qui se balade dans la rue ivre, avec de l'alcool complètement cassé, à force de fumer des joints, risque de se faire casser la figure, dépouiller, voler, braquer, violer, que sais-je. Donc c'est important aussi, quand vous rencontrez quelqu'un, d'essayer de pousser un peu l'entretien dans ce sens-là, quand vous sentez que c'est possible. C'est important, les gens n'en parlent pas facilement. Il y a beaucoup de honte, de culpabilité. Le troisième modèle, c'est le modèle de la théorie générale de la déviance. Donc les abus de substances et la criminalité viendraient de facteurs communs qui prédisposeraient à tout cela. Le genre masculin, l'âge, profil psychiatrique, les dommages cérébraux, l'altération de fonction exécutive, l'impulsivité, le stress post-traumatique, la victimisation lorsque la personne était enfant, ou même à l'âge adulte, la consommation ponctuelle et le trafic de drogue, les relations avec les parents, l'implication parentale, est-ce que la personne a eu des limites et un cadre clair ou pas, est-ce que la personne a été exposée dans un cadre familial à l'usage de drogue, est-ce qu'il y a une permissivité environnante, des difficultés scolaires, un rejet par les pairs, l'exposition à des modèles de consommation de drogue, la disponibilité du produit, l'environnement urbain, est-ce qu'il est déstructuré, est-ce que la personne est exposée depuis le jeune âge à une culture de la violence et de l'usage de la drogue, des inégalités économiques et sociales. Voilà. Tout cela peut faire le lit à la fois des conduites criminelles et de l'abus de substance. Avant d'en finir avec la question de dangerosité, j'aimerais attirer votre attention sur une addiction particulière et son lien à la dangerosité, en l'occurrence le jeu pathologique et la criminalité. C'est intéressant, il me semble, de vous en parler parce que on a même fait une étude là-dessus. Je vais vous présenter brièvement les résultats de cette étude. Pourquoi tel joueur serait violent ou criminel et tel autre joueur ne le serait pas? C'est une question que je m'étais posée en suivant des joueurs et on avait analysé des données issues d'une cohorte française multicentrique de joueurs sur plusieurs centres en France. On avait essayé de voir quels facteurs d'épidémiologie clinique étaient prédictifs de la survenue ou pas d'un acte illégal pour financer les conduites de jeu. Et nous avons retrouvé les mêmes résultats que la littérature. Nous avons retrouvé qu'avoir une addiction associée, des conduites de jeu des plus sévères et une mauvaise situation financière a été davantage corrélée à la survenue d'un acte illégal pour financer les conduites de jeu. Donc c'est ce qu'on retrouve le plus dans la littérature. Et on a essayé de comprendre l'addiction associée nous est paru le facteur le plus significatif. Vous voyez, le ratio est le plus élevé avec le trouble addictif associé, addictive disorder, le ratio à presque 2. Et nous avons essayé de déconstruire cela selon deux hypothèses en post-hoc. Est-ce que l'addiction interviendrait parce que la personne consomme des produits stimulants, ou est-ce que l'addiction interviendrait parce que la personne consomme des produits illicites, et comme si la personne avait des tendances transgressives à la fois à consommer des produits illicites et à avoir des conduites criminelles. Et c'est la première hypothèse qui est sortie. L'addiction interviendrait, on est dans le rétrospectif, hein, donc j'utilise bien le conditionnel, mais l'addiction associée aux conduites de jeu interviendrait parce que ce serait l'utilisation addictive de substances stimulantes. Donc je vous renvoie
à ce que je vous avais dit tout à l'heure sur l'effet stimulant même du produit. Donc le produit nous fait, et un produit stimulant peut faire en sorte que peut faciliter des actes violents ou illégaux que l'on n'aurait pas fait si on n'avait pas pris des produits stimulants. Comme s'il y avait un seuil de contrôle volitionnel, de contrôle du comportement, un seuil moral qu'on n'aurait pas franchi s'il n'y avait pas eu une prise d'un produit stimulant.